Donc, je souhaite tout d'abord remercier les professeurs Ouellette et Vanani pour l'organisation de ce premier colloque étudiant, ainsi que, évidemment, les professeurs et les membres des ministères, ainsi que mes collègues que j'aperçois dans la salle. Merci beaucoup d'être présents. Je suis ravie d'être ici et je m'excuse par avance si ma présentation vous ouvre l'appétit. Si je vous dis camembert de Normandie, jambon de Parme, halloumi et parmigiano reggiano, c'est la promesse d'un bel après-midi et d'un bel apéritif avec vos amis. Mais c'est bien plus que ça. Ce sont des indications géographiques qui ont désormais un poids important dans les accords commerciaux régionaux. Au sein de l'Union européenne, on a désormais 3500 indications géographiques. Donc, ce sont des labels qui protègent les noms de produits caractérisés par un lien spécifique avec une zone géographique donnée. Ce concept d'indication géographique, il existe depuis des siècles, il existe depuis la Grèce antique, et ça s'explique parce qu'on retrouve de très nombreux produits de terroir, comme le vin, qui ont émergé grâce à la diversité des sols et des traditions gastronomiques en Europe. Donc, les indications géographiques, elles ont de nombreux avantages, parmi lesquels la protection des connaissances traditionnelles et du patrimoine culturel, mais aussi la réduction de la pauvreté, la préservation de l'environnement, par exemple. La protection moderne des indications géographiques, elle vise à empêcher la contrefaçon et elle a émergé au début du XXe siècle en France. Mais en 1992, les communautés européennes, elles ont harmonisé ces systèmes-là et elles ont mis en œuvre un système complet de protection des indications géographiques. Donc, ce système de protection, on dit qu'il est sui generis, c'est-à-dire que c'est un système qui est propre à l'Union européenne et hors du continent européen. C'est pour ça que ce système, il est souvent inconnu, méconnu, parfois rejeté, comme c'est le cas aux États-Unis, par exemple, qui lui préfèrent les marques de commerce. Mais je vais y revenir. Donc, il s'agit d'un enjeu important pour l'Union européenne, puisque quand on parle de chiffres, on a une valeur de vente des indications géographiques qui est estimée à 77 milliards d'euros, et ça représente 15% des exportations agroalimentaires. Donc, c'est assez conséquent. Donc, on comprend qu'il y a de nombreux enjeux, à la fois économiques, sociaux, culturels, qui entourent les indications géographiques. C'est pourquoi l'Union européenne, elle souhaite les faire protéger sur d'autres marchés au moyen des accords régionaux. Donc, je vais déterminer quelle est la stratégie que l'Union européenne a adoptée pour exporter son modèle de protection dans les accords commerciaux régionaux. Je vais démontrer que l'Union européenne, elle adopte une protection et une approche pragmatique concernant le choix de ses partenaires. Elle choisit des États avec lesquels elle dispose d'une marge de manœuvre dans les négociations et elle négocie aussi avec des États qui vont avoir un rôle de vitrine auprès d'autres États plus réticents à adopter des indications géographiques. Mais in fine, le résultat de cette stratégie, il est positif puisque l'interconnexion des accords va conduire à étendre la protection de nombreuses indications géographiques à l'échelle mondiale. Donc, l'Union européenne, elle revendique la protection de ces indications géographiques auprès de ses partenaires commerciaux, puisqu'en l'absence de protection de ces produits, de nombreuses contrefaçons et de nombreux objets de concurrence déloyale sont présents. Par exemple, en Russie, aux États-Unis et en Asie, il y a de nombreux noms de vins et spiritueux, comme le champagne, par exemple, qui sont usurpés. Et le fromage, comme le gruyère, la mozzarella, le comté, le camembert, sont largement contrefaits. Vous avez quelques exemples d'emballages contrefaits. Et ces indications géographiques elles font donc l'objet de détournements de notoriété et de parasitisme. Donc, on comprend pourquoi l'Union européenne elle souhaite exporter ce concept envers ses partenaires étrangers. La protection multilatérale des indications géographiques, elle est prévue en partie dans l'accord sur les APIC à l'Organisation mondiale du commerce, mais cette protection, elle n'est pas du tout jugée assez satisfaisante pour l'Union européenne, puisque cette protection, elle est dérisoire. Donc, puisqu'elle ne peut pas compter sur le système multilatéral, l'Union européenne, elle s'est tournée vers un autre véhicule juridique, les accords commerciaux régionaux. Donc, ce sont des accords commerciaux préférentiels réciproques entre plusieurs partenaires qui favorisent la libéralisation des échanges. Et depuis 2009, on voit que l'Union européenne maintient une position ferme en matière d'indication géographique et qu'il s'agit d'une condition sine qua non à la conclusion d'accords de commerce. Donc pour l'Union européenne, c'est une offensive red line et une véritable priorité. Donc, pour faire protéger ces indications géographiques à l'étranger, l'Union européenne elle a développé une stratégie d'exportation de son modèle de protection. Okay.
Donc, pour accroître la légitimité et la protection de ces produits, l'Union européenne elle souhaite étendre la protection de ces dénominations à l'étranger. Mais pour parvenir à ce résultat, il est évident qu'elle ne peut le faire qu'avec des États qui sont enclins à négocier avec elle. Donc, l'Union européenne elle est parvenue à faire reconnaître ses produits auprès de nombreux partenaires lorsqu'elle avait une marge de manœuvre dans les négociations. Donc, c'est notamment le cas avec l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, le Pérou, les États d'Amérique centrale, la Colombie ou l'Équateur. Mais au-delà des pays en voie de développement, l'Union européenne elle parvient de plus en plus à faire reconnaître ses produits auprès d'acteurs qui ont une importance dans le commerce mondial, comme c'est le cas avec le Canada, évidemment, Singapour, le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam, la Chine et nouvellement par la Nouvelle-Zélande. Donc la Commission européenne, elle se dit satisfaite de sa politique de défense et de promotion des indications géographiques et elle dit même qu'il s'agit d'une immense réussite. Mais outre le biais des accords commerciaux, l'Union européenne elle exporte également son système de protection via des accords cadres. Et par exemple, dans l'accord cadre avec la Mongolie, il est prévu que les parties concluront dans les plus brefs délais un accord bilatéral relatif aux indications géographiques et des négociations concrètes en ce sens ont débuté en 2021. Et par exemple, le champagne sera protégé en Mongolie et récemment des négociations avec le Kazakhstan ont débuté de façon similaire. Donc, lorsque l'Union européenne elle sélectionne ses partenaires commerciaux, elle s'assure également que ce partenaire il dispose de ressources matérielles et financières suffisantes pour protéger les indications géographiques de façon effective et adéquate. Et donc, par exemple, pour lutter contre la contrefaçon, le Canada a accepté de renforcer son dispositif de sécurité aux frontières et les douanes canadiennes vont désormais s'assurer qu'aucun objet de contrefaçon agroalimentaire ou en matière de vin et spiritueux puisse rentrer sur le marché canadien pour éviter que des contrefaçons rentrent et soient contraires donc, à l'accord qui a été signé entre le Canada et l'Union européenne. Donc, au vu de cette stratégie, on comprend que ça semble être un succès, mais ce succès, il s'explique aussi parce que l'Union européenne elle conclut des accords avec des États qui vont... Enfin, elle conclut avec des accords avec des États et ces accords vont constituer des vitrines auprès d'autres États qui sont, eux, plus réticents à conclure ces accords. Donc, l'Union européenne, elle conclut des accords avec des États avec lesquels elle négocie et avec lesquels elle a de nombreuses relations commerciales, mais ce sont aussi des États qui ont des bonnes relations avec les États-Unis ou la Russie. Donc, par exemple, le Canada et les États-Unis ont des cultures juridiques similaires, et donc avec l'accord économique et commercial global, entre l'Union européenne et le Canada, l'Union européenne elle espérait aussi que cet accord soit une vitrine pour les États-Unis pour ensuite conclure un accord avec les États-Unis qui soit similaire. Mais ce modèle de séduction à destination des États-Unis n'a malheureusement pas abouti puisque les États-Unis sont un partenaire commercial complexe, comme vous le savez, et pour le moment, ils ne sont pas en mesure et ils n'ont pas la volonté de garantir une quelconque protection des indications géographiques européennes sur leur territoire. Et quand c'est comme ça, en l'absence d'accord, la seule solution qu'ont pu trouver les producteurs européens, c'est de faire du lobbying auprès des États qui usurpent leur dénomination. Et certains comités interprofessionnels, comme celui du Champagne, sont très actifs à ce sujet. Et par exemple, ce comité du Champagne est parvenu à faire cesser l'usurpation du Champagne au Brésil et à faire ôter la mention qui était écrite en cyrillique en Ukraine et en Moldavie. Donc, on voit que l'implication des lobbyistes, ça permet d'ouvrir la voie à la protection ponctuelle d'indications géographiques. Mais faute d'accord garantissant une protection express, l'obtention et la protection effective n'est pas garantie. Donc, ça démontre la nécessité de conclure des accords commerciaux protégeant les indications géographiques, puisque seule cette méthode, elle garantit une véritable protection. Et l'étude des accords commerciaux récents montre que l'Union européenne elle reste intransigeante dans sa volonté de protéger les indications géographiques, mais qu'elle reste souple quant aux modalités de protection et au choix des produits qui sont protégés. Donc, dans chaque accord, on a une liste qui est souvent en annexe, une liste des produits protégés et une liste d'exceptions. Et cette liste elle va être adaptée au marché et au cadre juridique de l'État avec lequel l'Union européenne négocie. Donc, on retrouve un socle commun de 36 produits dans l'ensemble des accords, mais qui est ensuite accommodé aux spécificités, aux besoins locaux. Et cette liste, elle varie également selon l'importance qu'accorde l'État envers les indications géographiques. Donc, on comprend qu'il y a de nombreuses disparités entre les accords.
Et par exemple, la liste de l'accord avec la Géorgie, elle fait plus de 200 pages, alors que celle de la ECG ne comportait à sa signature que 143 produits. Mais cette courte liste de la ECG, elle n'est peut-être pas satisfaisante en termes de quantité, mais ça reste déjà un succès pour l'Union européenne, puisque dans les négociations, on n'avait pas l'alternative, enfin le choix n'était pas entre 143 produits ou la totalité, mais entre 143 produits et aucun. Donc l'Union européenne, elle s'en satisfait, c'est déjà ça. Mais comme dans tout processus de négociation, la protection des indications géographiques dans les accords commerciaux, elle ne se fait pas sans concession. Donc, c'est-à-dire que lorsque le partenaire accepte de protéger les indications géographiques, l'Union européenne elle va se montrer plus souple envers d'autres dispositions de d'autres chapitres des accords. Et par exemple, dans la ECG, dans l'accord avec le Canada, en échange de la protection des indications géographiques, l'Union européenne elle avait accepté que le Canada il maintienne son système de gestion son système de produits sous gestion de l'offre. Ce système il instaure des contingents tarifaires, notamment concernant les produits laitiers, pour limiter le nombre de produits autorisés sur le marché intérieur canadien. Mais dans la ECG, il y a 58 produits, 58 fromages européens qui sont inscrits dans la liste. Donc, ça représente un tiers des produits protégés. Donc, ça va apporter du tort aux producteurs européens. Mais ce n'est pas grave, c'est le compromis que l'Union européenne a accepté de conclure avec le Canada. Donc, ça démontre qu'il y a de véritables négociations, de véritables compromis qui ont été effectués de part et d'autre de l'Atlantique. Et on voit que l'Union européenne négocie coûte que coûte, qu'elle souhaite protéger ses produits et voilà, peu importe ce qu'il y a en face. Dans les échanges commerciaux, ces différents accords, ils sont mis en réseau. Je m'explique, l'interconnexion des accords, elle permet d'augmenter le nombre de produits considérés comme indications géographiques à l'échelle mondiale. Comme je l'ai expliqué, les accords de commerce signés par l'Union européenne, ils prévoient systématiquement une protection des indications géographiques sur le territoire du partenaire commercial. Mais cette protection des indications géographiques sur le territoire du partenaire, elle est également opposable aux tiers. Donc, par exemple, grâce à la ECG, il est désormais impossible pour quiconque d'exporter des usurpations européennes, de n'exporter 170, vers le Canada. Donc, les États-Unis, qui sont le premier partenaire commercial du Canada, ne peuvent plus exporter d'usurpation de ces 168 produits européens sur le marché canadien. C'est-à-dire que du roquefort états-unien ne pourrait pas rentrer sur le marché canadien, puisque l'appellation roquefort français est protégée dans l'accord entre l'Union européenne et le Canada. Donc, ça signifie que la protection du roquefort français, elle s'impose aux États-Unis sur le marché canadien, quand bien même aucun accord entre l'Union européenne et les États-Unis aurait été conclu. Et cet exemple, il peut se multiplier par autant d'accords que l'Union européenne a conclus, qui incluent une protection des indications géographiques. Donc, puisque le nombre de produits non européens est grandissant et que les produits non européens ne pourront pas être dénommés de façon similaire à des produits européens, aux appellations européennes sur de nombreux marchés, le résultat il demeure très favorable à l'Union européenne. Et donc, cette interconnexion des accords commerciaux, elle favorise la protection des indications géographiques européennes à l'échelle mondiale. Et j'ai essayé d'illustrer ça avec un schéma, mais je ne sais pas si c'est très clair. Donc, en conclusion, l'Union européenne, elle souhaite faire protéger le plus d'appellations possibles sur le plus d'États possibles, tout en restant rationnelle quant à ses possibilités d'exportation. C'est la raison pour laquelle elle adopte une position pragmatique, que ce soit concernant le choix des partenaires avec lesquels elle négocie et le choix des produits qu'elle va protéger. Donc, comme je l'ai dit, cette flexibilité de l'Union européenne, elle s'explique par la mise en réseau des accords de libre-échange dans le commerce mondial, qui permet, in fine, de faire respecter l'appellation de nombreux produits européens dans de nombreux marchés. Et je vous remercie de votre écoute et je serai disponible pour d'éventuelles questions.